Ravi de vous retrouver sur LCP. Bienvenue dans la Cité du Livre. Tout de suite, voici le sommaire. Bernard-Henri Lévy est notre invité pour parler d'Hôtel Europe, tout à la fois une pièce de théâtre et un essai sur notre continent et les dangers qui le menacent. Et puis, focus dans cette émission sur 3 romans de la rentrée littéraire qui ont en commun de s'ancrer dans le réel et de nous parler de notre monde tel qu'il va. Les romans d'Alice Fernet, de Dalibor Friou et de Thierry Binstingel. Ils nous parlent d'écologie, de précarité et de populisme. Enfin, Aurélie Marciero, comme chaque semaine, est là et elle nous présentera cette semaine le dernier album photo de RSF, Reporters sans frontières, dans le contexte évidemment particulier des décapitations de journalistes par l'État islamique. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour cet objet-là. Et cet objet-là, en réalité, c'est 2 livres en un. Tout d'abord, une pièce de théâtre qui met en scène votre clone, un écrivain seul dans un hôtel de Sarajevo, 20 ans après la guerre de Bosnie. Et puis après ce monologue en 5 actes, il y a un autre livre, un essai, réflexion sur un nouvel âge sombre. C'est le titre où vous nous parlez à la fois de l'impasse européenne, de Poutine, des Le Pen. Alors, brièvement, parlons d'abord de cette pièce de théâtre, monologue en 5 actes. Je le disais, Jacques Weber, seul en scène. Et des articles un peu critiques qu'on a pu lire ça et là ces derniers jours, comme s'il était assez insupportable de voir l'intellectuel que vous êtes à la fois jouer un rôle diplomatique, être au théâtre, faire du cinéma. Comment vous comprenez cette exaspération-là chez certains ? Ou comment vous l'expliquez ? Elle ne m'intéresse pas suffisamment pour que je... Il y a tant de choses à comprendre dans ce monde. Ouais. Il y a tant de choses à comprendre. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi 25% des Français votent pour le Front National. J'essaie de comprendre pourquoi l'Occident est aveugle au danger Poutine. J'essaie de comprendre quel est le rôle, dans le livre, je parle, qu'ont encore à jouer les Juifs dans la vieille Europe. Ça, c'est des vrais sujets. Pourquoi est-ce que la critique est divisée à mon sujet ? C'est pas un sujet. On a du mal avec la figure de l'intellectuel engagé ou de l'intellectuel qui passe à la télé. Qu'est-ce qui agace le plus ? Ou comment vous regardez ce que vous déclenchez ou ce que vous suscitez ? Honnêtement, je le regarde pas tellement. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'il y a une chose que je sens. Je suis au théâtre tous les soirs. Je suis dans la salle tous les soirs. Et pas sur la scène, parce que vous auriez pu être sur la scène. Non, ça c'est Jacques Weber qui est sur la scène. Moi, je suis dans la salle pour soutenir Jacques Weber. Et je vois bien qu'il y a des moments, par exemple, de grand malaise, parce que ce texte est très dur pour une certaine France. Il engueule les gens. Il y a des gens qui peuvent se sentir insultés même par ce texte théâtral, mais je l'ai voulu comme ça. Il y a des passages, quand Jacques Weber éructe à l'adresse d'une assemblée imaginaire, mais qui est bien là, présente, que sa présence ici est une indignité, que la France d'aujourd'hui est un ventre mou qui s'en fout. Quand il reprend la vitupération des surréalistes contre la France de l'ambassadeur Claudel, qui s'était vanté d'avoir livré de grosses quantités de lard à une nation de porcs et de chiens, je sens un malaise terrible dans l'assistance. Et ça, je le comprends, mais ça, c'est ce que j'ai voulu. Comme quand j'ai écrit l'idéologie française il y a 35 ans, ça c'est un peu idéologie française suite. Ouais. De toute façon, il y a une vraie cohérence puisqu'ensuite, et on va maintenant parler de votre essai Réflexion sur un nouvel âge sombre, vous déclinez finalement les mêmes thématiques. Je vais lire par exemple ce que vous pouvez écrire sur cette Europe qui nous déçoit, qui vous déçoit. Cette Europe veule, je vous cite, cette Europe non pas impuissante mais inexistante, cette Europe orpheline de ses valeurs et sans égard pour ses propres titres et dynasties, cette Europe acéphale ou oligocéphale qui s'acharne à ne pas vouloir ou à vouloir ce que veulent ses ennemis, roule à l'abîme. Quel est cet abîme selon vous ? C'est l'explosion pure et simple de l'idée de l'Union européenne ? C'est l'explosion, premièrement. C'est la sortie de l'histoire, deuxièmement. Et c'est la transformation de cette Europe magnifique en une espèce de grand musée planétaire. Voilà. Ouais. C'est ça que je redoute. Dieu sait que je ne suis pas décliniste. Moi, je pense au contraire que l'Europe a des armes extraordinaires, qu'il ne tiendrait qu'à elle de vouloir et de pouvoir. Mais aujourd'hui, la tendance n'est pas à ça, elle est épouvantable. Il y a également des pages très fortes sur les populismes et sur les Le Pen en particulier, et votre agacement devant tous ceux qui disent que Marine n'est pas Jean-Marie et que Marine n'est plus crédible. Nous l'a-t-on assez répété, je vous cite, que les Bleus Marine ont un programme, un vrai de vrai, que personne ne s'est donné la peine de lire car on ne veut que le diaboliser, et pourtant si vous saviez, mais ils n'ont rien bien sûr, ils ne savent même pas ce qu'est le travail, l'architecture, la construction patiente d'un programme de gouvernement. Le Pen et gouvernement, c'est un oxymore, Le Pen et programme, c'est une contradiction dans les termes. Vous le pensez sincèrement ?
Ah bah, je pense. Même si aujourd'hui, il y a des journaux, c'est le Parisien, il y a quelques jours, qui se demandaient, qui testaient justement la crédibilité de Marine Le Pen en tant que possible chef de gouvernement. Moi, je réponds crédibilité zéro. Et ceux qui l'interrogent sur son éventuelle acceptation d'une éventuelle cohabitation font peut-être de l'audience, mais ils sont absurdes, ils posent des questions. Moi, je dis 3 choses dans ce livre sur Marine Le Pen. 1, c'est qu'elle est pire que son père. 2, c'est que son programme est nul. Et 3, ce qui me frappe, mais là, c'est le romancier qui parle, et l'analyse politique, quand je la regarde, c'est sa haine de la France. Ouais. C'est sa haine de la France. Ça, je le dis en détail. Oui, vous avez démontré pour décrire son visage lorsqu'elle éructe. Son visage, oui. Et puis, pas seulement le visage. Vous savez, il y a un test qui ne trompe pas. Dans ce monde turbulent, chaotique dans lequel nous sommes entrés, la France essaie tout de même de jouer son rôle. Donc elle est impliquée dans des guerres, elle est impliquée dans des affrontements. Regardez bien, chaque fois que la France est en guerre depuis, ou dans un bras de fer diplomatique depuis 5 ou 6 ans, Marine Le Pen a toujours pris parti pour l'ennemi de la France. Toujours. La guerre de Libye, on peut en penser ce qu'on veut. Enfin, il y avait des soldats français qui étaient engagés, qui risquaient leur vie. Elle a pris parti pour Kadhafi. En Syrie, quand la France a pris des positions fermes contre Bachar al-Assad, vite oubliées, enfin elle les a prises, Marine Le Pen était pour Bachar al-Assad. Dans le bras de fer avec Poutine, on peut penser ce qu'on veut là encore, mais il y a une partie diplomatique qui se joue. Et là aussi, c'est la règle, il faut faire corps derrière son pays, derrière son armée. Elle prend parti pour Vladimir Poutine. Donc là, il y a une espèce de, comme je dis dans le livre, une espèce d'obstination dans la trahison des intérêts nationaux qui est très, très, très étrange, très curieux pour de la part de quelqu'un qui se pose en défenseuse, en parangon de la France et de ses intérêts. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas la France. Oui, ça c'est pour moi une des choses les plus graves, peut-être, dans le Front National d'aujourd'hui. Dans le livre, vous n'avez pas de Poutine. D'ailleurs, vous parlez beaucoup justement de cet aveuglement des Européens, selon vous, sur Vladimir Poutine, que vous appelez d'ailleurs le chancelier Poutine. Et tout cela, c'est à retrouver dans ce livre Hôtel Europe, suivi de réflexions sur un nouvel âge sombre. Bernard-Henri Lévy, c'est publié chez Grasset. Et puis, on peut donc aussi, bien sûr, aller voir cette pièce de théâtre. Surtout avec un Jacques Weber magnifique et bouleversant. On ira. Merci beaucoup. On va maintenant parler des romans de la rentrée littéraire. Vous avez un en particulier qui vous a tout particulièrement séduit ces dernières semaines? Le roman de Frédéric Beigbeder est un très beau roman. Unai Salinger. Oui, de cette rentrée, par exemple. Il y en aurait beaucoup. Eh bien voilà, ça sera votre coup de cœur à nous. Nous, on a décidé de zoomer sur 3 autres romans de cette rentrée, ceux d'Alice Fernet, de Dalibor Frioul et de Thierry Binstingel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il nous a semblé que c'était 3 romans qui avaient en commun de s'ancrer dans le réel et le temps présent, la planète saccagée, le RER bondé et le vote FN, toujours lui en zone rurale. Telles sont les préoccupations de ces 3 auteurs de la rentrée. C'est le Zoom de Jane Birman cette semaine, on regarde. Pour son 10e roman, Alice Fernet change de cap. Fini les thématiques féminines ou amoureuses de ses derniers livres. La voilà écolo, militante et aventurière. Le règne du vivant raconte l'histoire d'un Don Quichotte de la mer, Magnus Wallace. Le capitaine est charismatique, déterminé, enragé même. Avec des moyens dérisoires, il lutte pour protéger la mer et sa faune. Un roman sur les vertus de l'engagement, l'occasion pour l'auteur d'adresser un message. On a trouvé la Terre dans un certain état, elle est splendide, c'est visible, et ce serait vraiment indigne d'être l'espèce qui la détruit. Et le combat pour la protection des animaux, je trouve, a quelque chose de très intéressant d'un point de vue presque philosophique, c'est-à-dire que prolonger l'éthique « tu ne tueras point, tu ne blesseras pas ton voisin », etc., au monde animal, c'est quelque chose qui serait, comme étendre le principe des Lumières, tous les principes de fraternité, à un autre monde que le monde humain, ce qui pour l'instant n'était pas le cas, c'est-à-dire que la morale humaine s'arrêtait à l'homme. Loin du grand large, direction le RER A, à l'heure de pointe, ou l'enfer que croit connaître tout voyageur. Mais ici, le wagon archibondé s'arrête. Des semaines, des mois, des années peut-être. Sous les néons perpétuels, un récit charnel à 3 voix s'engage. L'expérience est suffocante, dérangeante, car le monde de Dalibor Frioul ressemble au nôtre, en plus brutal peut-être. Mais la question se pose, survivrions-nous à cet incident voyageur? Je ressens de plus en plus mal la surpopulation, l'excès, la promiscuité, et je trouve que c'est déshumanisant. Être 10 000 à faire la queue pour voir telle ou telle chose,
il y a une espèce de mise en abîme comme ça de l'espèce humaine où on se voit soi-même cloné, répété. Donc il y a un effet de grotesque, un comique de répétition au sens propre. Changement de décor, en route pour un petit village dans l'est de la France. Ici, l'extrême droite est à son pic de popularité. Le parti en question n'est jamais cité, seules les initiales du titre Faunègre l'évoquent. Thierry Bestingel dresse le portrait de ceux tentés par les extrêmes, sans les juger, bien au contraire. On ne sait pas pourquoi les gens votent à l'extrême droite. La plupart du temps, les essayistes, les spécialistes de tout poil vont essayer de donner des réponses immédiates par rapport à un contexte social. On se pose rarement la question du contexte historique. Mais pourquoi, au fait, dans ces petits villages? Là, je pars avec mon imaginaire de romancier. Je n'ai qu'un seul outil, c'est le langage. Et je vais essayer aussi de faire en sorte que les mots que j'essaie de coller à cette histoire-là, ce soient aussi les mots des personnages. 3 romans du réel, 3 romans engagés, 3 romans de la rentrée. Une rentrée où l'on essaie de comprendre, à défaut de rêver. Et on termine cette émission avec Aurélie Marciro, Le Grand Retour. Bonjour Aurélie. Bonjour Émilie. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter le dernier album photo de Reporters sans frontières qui vient de paraître. Oui, c'est un beau livre, et un livre utile, beau tout d'abord car ces 100 photos signées Peter Lindbergh sont sublimes, et utiles car elles sont regroupées par RSF pour la liberté de la presse, une valeur importante à rappeler, alors que 2 journalistes américains otages en Syrie, James Foley et Steven Sotloff, ont été décapités ces dernières semaines, ou encore, on l'a appris il y a quelques heures, une équipe de journalistes de la BBC a été violemment frappée en Russie à la frontière avec l'Ukraine. Alors le tableau de la liberté de la presse en 2014, eh bien, il est assez sombre, encore une fois. 50 journalistes tués, 17 nets citoyens ou citoyens journalistes tués, 183 journalistes emprisonnés. Alors ce livre, qui regroupe les plus belles photos de femmes, actrices et mannequins du photographe, s'ouvre, et je trouvais ça intéressant, sur un hommage d'une femme à une autre femme, l'hommage d'Anne Niva, grand reporter, à la photoreporter Camille Lepage, assassinée en Centrafrique en mai dernier. Elle répond finalement, Anne Niva, à cette question. Au fond, pourquoi prendre de tels risques? Eh bien, quand un journaliste est mu par le profond désir de raconter à sa façon une situation complexe, il faut le laisser faire. À sa place, j'aurais fait la même chose. Anne Niva qui raconte également son unique rencontre avec le photographe. Nous n'avions parlé que de guerre, celle de Tchétchénie, qui l'avait stupéfié et paralysé. Le photographe des femmes et de la beauté avait des tonnes de questions. Il voulait savoir, comme Camille. Comprendre, savoir, expliquer et transmettre, c'est le cœur du métier de journaliste. Alors à la fin de l'ouvrage, vous trouverez des focus sur certains pays. Alors les plus hostiles à la liberté de la presse, comme la Corée du Nord, régime spécialisé dans la surveillance des journalistes, la censure, la manipulation, et qui mène une véritable cyberguerre contre l'information libre. Et puis en haut du podium, voilà, il faut aussi des bonnes nouvelles, la Finlande. Savez-vous, Émilie, que 92% des Finlandais lisent au moins l'un des 200 journaux édités dans le pays, dont une trentaine de quotidiens. Mais oui, il n'y a pas de presse en lecteur. Alors bien sûr, sur ces photos, que dire à part qu'elles sont magnifiques, elles sont en noir et blanc. De très belles photos pour une belle cause, 9,90 € chez votre marchand de journaux, parce que la liberté de la presse est un bien commun. Eh ben, c'est bien de faire de la pub effectivement sur ce genre de choses. Merci beaucoup Aurélie, et à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, on ne se quitte pas sans jeter un petit coup d'œil à la prochaine couverture de Livre Hebdo, notre partenaire Trier-Veller, un succès des questions. Nous y reviendrons nous aussi la semaine prochaine sur cette bombe littéraire qui a de véritables répercussions sur toute la chaîne du livre en cette rentrée. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, donc même endroit, même heure. D'ici là, lisez bien. Ciao.